Parlez fort. Bienvenue pour cette qui est à 9 heures. Et... Ah non, il y a toujours un écho, ouais. Et là c'est mieux. Là, oui, vous m'entendez? Ok. Et donc, j'aimerais changer l'horaire, de faire 8h30, 9h30. Est-ce que Oui, ça c'est irait bien. pour vous? Ouais, Ouais. super, ok, très bien, parce que ça arrange un peu tout le monde. Et bah là, j'ai mis 9-10 heures parce que je voulais faire une grasse mat, mais ça n'a pas marché. Ok, donc de Ouais. toute façon, voilà. Et on va reprendre les deux vérités, ouais. Donc ce sera de 9h, de 8h30 à 9h30. Et je pense peut-être le faire tous les 15 jours. Donc je modifierai les jours que j'ai mis sur le programme, que j'avais mis sur Facebook, mais aussi sur quoi aussi? Bah, j'essaierai de faire un système. Euh, Sinon, si vous voulez m'envoyer votre mail dans la messagerie, bon, il y en a certains, je les ai. Je n'ai pas. Si, je crois que j'ai tout le monde. Ok, et comme ça, à ce moment-là, je pourrais vous informer en temps et en heure, sans oublier d'ajouter Jordan. Heureusement qu'on s'est vu hier, d'ailleurs. Ok, très bien. Et donc, on est toujours dans les deux vérités selon le Madhyamaka, vous le savez, ça, hein? Ouais, Oui. ok. Et donc, ça, c'est très important. Pourquoi c'est important d'étudier les deux vérités, d'ailleurs? Voilà. Là, ça calme tout le monde, là. À quoi ça sert? Pour se lever tôt le matin, pour voir le soleil se lever à travers les arbres. D'abord pour aiguiser son esprit, Oui, première chose, en n'oubliant pas d'avoir bodhicitta en le faisant. oui, C'est pas un trip intellectuel, c'est ça que je suis en train de dire. oui, Et exactement. c'est pour aller vers la compréhension directe de la vacuité. Oui, oui, très bien. Excellent, c'est tout à fait ça. En effet, puisque vous savez qu'il y a les deux vérités dans n'importe quelle école bouddhiste et même chez les non-bouddhistes. Même chez les non-bouddhistes, ils ont une vérité vraie et une vérité plus superficielle, parce que bah, tout le monde s'est posé la question, c'est quoi la réalité, c'est quoi l'apparence? Ouais, donc c'est très utile, il y a des aspects très concrets, comme dit Jordan. Par exemple, bah, quand on étudie le Chittamatra, par exemple, on voit que il y a des formes qui apparaissent dans notre esprit, qui ne sont pas à l'extérieur de notre esprit. Et donc, quand Venerable Geshe Namdak avait enseigné sur le Chittamatra ici à Nalanda, il avait dit qu'il y avait cette application très pratique, très pragmatique, du fait que souvent on a une image des gens. On peint un portrait des gens, et après on s'interroge pourquoi le portrait est soit repoussant, soit neutre, soit attirant. Mais en fait, c'est juste un portrait qu'on fabrique sur les gens, sur les choses, sur les situations, etc. Ouais, ça vous parle? Moi, j'ai trouvé ça très utile. Et, euh, et c'est très utile dans la vie en général. Ouais. Quand on vit en communauté aussi, c'est pas toujours facile de vivre dans une communauté. Donc, on a besoin aussi d'avoir cet aspect très pragmatique de l'apparence et de la réalité. Très bien, très bien, très bien. Et dans le Madhyamaka, c'est d'autant plus vrai, puisque, en effet, il y a les vérités conventionnelles qui nous apparaissent d'une certaine manière, et il y a leur véritable nature. Ouais. Et donc, normalement, on était à la page 192, me semble-t-il. Et donc, c'est en haut, je crois, dans son texte de base sur le Madhyamaka, parce que c'est le substantif Madhyamaka, c'est pas très grave. Arya Nagarjuna commence par dire que les phénomènes composés ne sont ni permanents ni impermanents, ne sont ni permanents, ni ne s'annihilent complètement, ne sont ni un ni distincts, ne vont ni ne viennent, ne naissent ni ne sont détruits. Ouais, cette magnifique strophe d'hommage au début du traité du milieu, le traité racine du milieu, où il dit Anirodham, Anuchedam, etc., etc. Ouais. Donc d'abord, qui ne cesse pas, qui n'est pas produit, qui n'est pas permanent, qui ne cesse pas, qui ne s'éteint pas. Ouais. Ensuite, c'est quoi? C'est qui n'est pas un et qui n'est pas divers et qui ne vient ni ne va. Et donc ça, c'est magnifique. C'est magnifique, ouais. Ensuite, il dit, je rends hommage à tout le plus grand des orateurs qui enseignent la pacification complète des concepts. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça veut dire que c'est la sagesse de la vacuité qui permet de transcender les concepts. Ouais, c'est pas le contraire. C'est pas faire comme Hashang Mahayana qui disait
bah, il faut s'abstenir de penser et comme ça, on va réaliser la vacuité. Donc, il a été gentiment remercié aux frontières du Tibet pour ça. Donc, à l'époque, on l'a remercié gentiment et le roi de l'époque, l'empereur Chizong Detsen à l'époque, a fait un décret dont on retrouve une citation dans Self, Reality and Reason de Geshe Thupten Jinpa. Donc, dans ce décret, l'empereur tibétain dit dorénavant, nous suivrons la pratique de Arya Nagarjuna, les 6 perfections et la vue de Acharya Kamalashila, ouais, parce que c'est lui qui avait débattu contre Hashang Mariana. Et donc, en effet, c'est, comme vous pouvez le voir, il y a les traités dialectiques d'Arya Nagarjuna, ouais, la dialectique, ouais. C'est-à-dire que Arya Nagarjuna, c'est le maître des maîtres, des maîtres, des maîtres, de nos maîtres. C'est ce qu'avait dit notre abbé Sianalanda, Geshe Jampel. Il avait dit, personne chez les maîtres indiens et tibétains ne dira, il ne faut pas étudier Arya Nagarjuna. Au contraire, puisque c'était le gourou des gourous, des gourous, des gourous, de nos gourous. Ouais, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Et donc, que veut dire Arya Nagarjuna? Ces négations doivent être comprises du point de vue de l'objet perçu par la réalisation directe de la vacuité. Ouais, ça veut dire que pour l'Arya comme Arya Nagarjuna, il perçoit directement la vacuité, des phénomènes composés et incomposés d'ailleurs, et il réalise leur absence d'existence inhérente, directement. Ouais. Et donc les phénomènes conventionnels, eux, n'entrent pas dans le champ de perception dans ce cas-là. Est-ce que, Oui, j'ai une page, excuse-moi, est-ce qu'on pour aider la compréhension, à la fin de la phrase Nagarjuna, quand il dit ne naissent, ni ne sont ni détruits, on pourrait rajouter tout cela de son propre côté. C'est ça qu'il veut exactement. dire. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est pas mentionné explicitement, mais c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Hein. Il faut D'accord. comprendre que c'est son enquête en fait. Il débat souvent, la plupart du temps, bien sûr avec des non-bouddhistes, mais aussi avec des bouddhistes. Ouais. Dans le Madhyamaka Shastra, dans le traité du milieu, il débat contre les essentialistes ou les réificateurs ou les absolutistes, comme vous voulez. Et donc, qui considèrent en effet que si ça existe de manière ultime. Ouais. Et donc, par exemple, quand on étudie le Sotra Antika, les vérités ultimes, les impermanents sont ultimement capables d'opérer une fonction. Ouais. Ce sont des phénomènes spécifiquement caractérisés, qui existent par leurs propres caractéristiques. Et ça, c'est la cible du Madhyamaka, ouais, ou du Prasangika Madhyamaka en particulier. Et donc, en effet, mais il ne le dit pas, il le dit, ouais, il le dit presque jamais. Il mentionne les 2 vérités, ouais. Quand, dans le chapitre 24, à la strophe 10, il dit Vyavaharamanasritya paramarto nadeshyate, sans s'appuyer sur le conventionnel, on ne peut pas montrer l'ultime. Là, il le dit bien qu'il y a ces 2 niveaux. Mais sinon, c'est implicite, c'est en filigrane dans ces textes. Ouais. Ok. Et donc, c'est tout à fait ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité ultime, de diversité ultime, etc. etc. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et donc la perception de la vacuité perçoit la nature des phénomènes, la façon dont les phénomènes existent, c'est-à-dire le fait qu'ils n'existent pas de manière ultime. Cette perception de la nature des choses perçoit simplement le fait que les phénomènes n'existent pas de manière ultime, c'est-à-dire le fait qu'ils ne soient pas trouvés par l'analyse ultime. Et ne perçoit pas le fait que les phénomènes sont produits, qu'ils se transforment, qu'ils disparaissent, etc. Ça, c'est une recherche conventionnelle. Ouais. Quand on dit, tiens, cette table a été produite, elle se transforme, etc., c'est une recherche conventionnelle. Ouais. C'est observé par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Mais pour les non-bouddhas, une table ne sera jamais observée par une cognition valide ultime. Ouais. Si c'était le cas, ça voudrait dire qu'elle aurait une existence ultime. Ouais. Ok. Et donc, ici, il y a un autre passage. Tsongkhapa dit qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on entend que les phénomènes conventionnels, les phénomènes produits par exemple, donc tu vois, là ils disent par exemple, hein, les phénomènes produits par exemple, mais quand on dit ni un ni divers, ça peut s'appliquer à tous les phénomènes produits ou non produits. N'existe pas de façon ultime, le mot ultime doit être compris de 2 façons. Hein. Les phénomènes n'existent pas de façon ultime parce qu'ils n'existent pas de façon indépendante de l'apparence à une conscience non contredite qui les établit. Mais aussi, les phénomènes n'existent pas de manière ultime parce qu'ils ne sont pas l'objet de la perception de l'ultime. Ok. Donc les deux se rejoignent ici. Hein. Il y a 2 façons de montrer l'absence d'existence ultime des phénomènes. Soit en disant, bah, ils n'existent pas de manière indépendante par rapport à une conscience qui les établit. Et l'autre aspect, c'est de dire, s'ils existaient de manière indépendante ou ultime, ils seraient perçus par une conscience ultime. Et ce n'est pas le cas. Ouais. Et donc c'est ce que dit aussi Acharya Chandrakirti.
dans son Madhyamaka, elle donne 4 points spécifiques du Prasangika qui montrent qu'en effet, les phénomènes, s'ils avaient une existence inhérente, eh bien, ils seraient détruits par la perception yogique de l'Arya qui réalise leur absence d'existence inhérente. Ok. Donc il y a des points comme ça qui sont montrés dans les textes, c'est très intéressant. Pour ceux que ça intéresse. Ok. Très bien. Le fait de ne pas être l'objet de la perception de la vacuité, cela constitue une seconde façon pour eux de ne pas exister de manière ultime. Ouais. Donc c'est vraiment ces deux façons qui vont être mentionnées ici par Geshe Dreyfus. C'est les phénomènes n'existent pas de manière ultime. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas de manière indépendante d'une conscience non contredite qui les établit. Ouais. Pour les Svatantrika, ça va être n'importe quelle conscience. Et pour les Prasangika, ça va être une conscience conceptuelle. Ouais. Et l'autre façon de déterminer leur absence d'existence ultime, c'est qu'ils ne sont tout simplement pas observés par une cognition valide ultime, ouais, qui est une cognition valide rationnelle, qui va au-delà de la simple apparence. Ouais, ouais, ça vous Alors parle? là, non, moi ça me parle Non. pas. Je suis Ok. perdue. Alors la conscience ultime, quand on dit Oui. ça, c'est la conscience d'un Bouddha? Alors, pas nécessairement. Le Pas bouddhisme. nécessairement, ouais. Ça veut dire que c'est une conscience ultime, ça veut dire qu'on est d'accord pour dire qu'il y a les deux plans de réalité. Il y a Oui. l'apparence et il y a le véritable mode d'être. Ouais. Donc l'apparence, elle va être certifiée par une cognition valide conventionnelle. Ouais. Oui. Par exemple, 2 et 2 font 4. Donc ça, c'est une trouvaille conventionnelle par une cognition valide conventionnelle, tout va bien. Et si on ne se satisfait pas de cette recherche conventionnelle, on va aller au-delà et on va rechercher l'ultime. On va rechercher, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le simple décor? Qu'est-ce qu'il y a derrière la simple apparence? Il y a le véritable mode d'être. Ouais. Et Oui. donc, ce véritable mode d'être, c'est la vacuité, on est d'accord, ouais, la vacuité de l'existence Oui. inhérente. C'est ce véritable mode d'être. Et il n'y a que ce mode d'être-là qui est observé par une conscience qui fait une recherche ultime. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok. C'est comme les deux machines à rayons X de Vénérable Mm. Vichy Pendule, l'un de mes maîtres, qui Mm. dit, vous avez la machine à rayons X conventionnelle et la machine à rayons X ultime. Ouais. Si on passe la table dans la machine à rayons X conventionnelle, qu'est-ce qu'on trouve? Une table. Une table. Si on la passe, cette table, dans une machine à rayons X ultime, qu'est-ce qu'on trouve? Pas d'existence inhérente de la table. Voilà, Oui. exactement. On trouve la Voilà. vacuité d'existence inhérente de la table. Ouais. Et donc, Ok. c'est-à-dire que... Donc en Ouais, fait, une conscience ultime, c'est toute personne qui est en méditation sur la réalité de l'existence de tous les phénomènes et donc qui cherche à trouver la vacuité. exactement, c'est la C'est ça conscience de en cette fait. personne. C'est la conscience de D'accord. cette Ouais. personne, ouais, Voilà. qui est en train de faire une recherche sur mais Ok. quelle est la réalité D'accord. finale des choses. Ouais. Mm. Ok. Très bien. Et donc, Ok. cette machine à rayons X ultime, qu'est-ce qu'elle trouve? Uniquement une vacuité. Une vacuité d'existence ultime. Elle trouve une vérité ultime. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Et la machine à rayons X conventionnelle, qu'elle trouve? Des phénomènes conventionnels. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, si un phénomène conventionnel était trouvable dans la machine à rayons X ultime, ce phénomène ne serait plus simplement conventionnel, aurait une existence ultime. Mm. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais bien sûr, comme on l'a dit précédemment, je crois que c'était il y a longtemps, il y a quelques ères cosmiques avant Noël, on avait vu que ce n'est pas parce que la vacuité est trouvée à l'issue d'une analyse ultime qu'elle a une existence ultime. Oui, oui. Ouais, ça c'est très important, hein, parce que certains ont essayé, certains l'ont dit. Certains ont dit, comme Dolpopa Sherab Gyaltsen, dans la tradition de Jonang, etc., on dit la vérité ultime est vide des vérités conventionnelles, mais n'est pas vide d'existence ultime. Donc il y a un flottement parfois par rapport à cette notion de ultime, les deux sens d'ultime. Ouais. Mm. Ok. Donc ça, on en avait déjà parlé, donc je ne vais pas insister à nouveau, mais il va en reparler, je crois, de toute façon, je refuse dans les pages qui suivent. Ok, très bien. Donc si on comprend ça, on comprend qu'il y a ces deux modes d'assertion par rapport à la vacuité. Et donc on va dire que les phénomènes sont vides d'existence inhérente. Un, parce que s'ils étaient doués d'existence inhérente, ils pourraient exister de manière indépendante par rapport à une conscience non contredite. Mm. Mais c'est une conscience non contredite qui les établit. Ouais. Donc ça, on l'avait vu d'abord chez les Sautrantika, quand on fait les débats, on a la définition d'un existant. C'est quoi?
La définition d'un existant? Oui, par une cognition valide. Oui, qui est observé Alors, par une ça, cognition Par une valide. cognition valide, c'est ça. voilà, c'est tout à fait ça. Observé par une cognition valide. Ça veut dire que déjà, chez les Sotrantika, la conscience, le sujet, est déjà nécessaire pour prouver l'existence d'un phénomène. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on va faire la distinction chez les Sotrantika entre ce qui est une vérité conventionnelle et une vérité ultime, en dépendance du sujet lui-même. Toute vérité ultime est nécessairement l'objet apparent d'une conscience ultime, d'une perception directe. Et puis, n'importe quel phénomène conventionnel, ou vérité conventionnelle, tous les permanents sont les objets apparents des consciences erronées, des consciences conventionnelles, des consciences conceptuelles. Ouais, ça joue? Oui. Ok. Et ça, c'est vraiment intéressant déjà chez les Sotrantika. Ouais. Donc, pour comprendre le Madhyamaka, souvent, on a tendance à sauter des étapes. On va tout de suite dans le Pasangika parce que c'est la vue suprême, etc. Mais si on met de côté le Sotrantika, ou le Chittamatra, qui sont des points d'appui vers cette école, c'est difficile de s'y retrouver. Ok. Donc c'est le premier point, se dire les phénomènes n'ont pas d'existence indépendante parce qu'ils dépendent d'une conscience non contredite qui les établit. Et le second point, c'est de dire ils n'ont pas d'existence indépendante. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas trouvés à l'issue d'une analyse ultime. Ouais. Sinon, ils continueraient d'apparaître à cette conscience ultime. Et ce n'est pas le cas. Ok. Donc c'était juste pour vous rappeler ces deux points qui sont mentionnés, qui avaient été abordés précédemment. Ok, donc à la page d'après. Ok. Très bien. Donc à la page d'après, il dit lorsqu'Ariana Nagarjuna dit que les phénomènes ne sont ni un ni distincts, ne vont ni ne viennent, etc., il se réfère au fait que les qualités dont il parle existent conventionnellement, mais n'existent pas du point de vue de la perception de la réalité. N'entrent pas dans le champ de perception d'une conscience qui réalise directement la vacuité. C'est-à-dire que ces phénomènes ne sont pas la nature des choses, simplement, ils existent conventionnellement. La nature des choses est le fait que les phénomènes n'existent pas de façon ultime. Ouais. Ok, très bien. Ok, donc ça après, il va reparler de ces deux façons. Donc ça, on l'avait vu. Ok. Ensuite, à la page d'après. Ok, très bien. À la page d'après, il dit Arya Nagarjuna nie qu'il y ait aller, venir, etc. Parce que, donc bien sûr, ultimement, hein, il n'y a pas d'aller, pas de venir ultimement. Parce que l'aller et la venue n'existent pas de manière ultime, dans le sens où ils n'existent pas indépendamment de la conscience à laquelle ils apparaissent. Donc, deux façons d'aborder la vacuité. Ouais, cette seconde façon, dans le Madhyamaka, le présent dans la plupart des textes indiens lorsqu'on les examine. Ok. Le présent. Enfin, c'est pas grave. La première façon était donc sur un certain plan plus important, mais n'est abordée qu'indirectement par les textes. Elle est plus importante car pour comprendre la vacuité, il faut identifier l'objet à nier, ouais, l'objet de négation. La vacuité, comme vous le savez, c'est une négation non affirmative. Euh, donc, bien sûr, parfois, c'est pas toujours le cas. Selon certaines écoles, par exemple, en fonction du plan sur lequel on se place, c'est pas toujours le cas. Ouais. Par exemple, on avait déjà parlé de ce Nyeshe Jome de Jumi Pamrinpoche, ouais, qui parle de la vue de Dzogchen. Et donc, il dit en effet que du point de vue temporaire, la vacuité est bien une négation non affirmative. Il est d'accord avec Arya Nagarjuna, etc. Il dit du point de vue définitif, ce n'est pas une négation non affirmative. Donc ça dépend à quel niveau on se place. Il faut essayer de comprendre à chaque fois le contexte dans lequel on parle. Très bien, cette négation nie quelque chose, mais pas quelque chose d'existant. Ouais. C'est quelque chose qui est nié. D'ailleurs qu'il y a des négations non affirmatives de certains existants et il y a des négations non affirmatives de non-existants. Ouais, si par exemple je dis bah, il n'y a pas de thé dans ma tasse, il y a une absence de thé dans ma tasse, c'est une absence d'un. En général, le thé existe. Heureusement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans le thé? Et donc, en général, le thé existe. Mais si je dis il n'y a pas de thé, il n'y a plus de thé au supermarché, il n'y a plus de thé au marché, il n'y a plus de thé, etc., etc., eh ben, on nie l'existence d'un existant en général, sauf qu'on nie sa présence quelque part. Et il y a les négations non affirmatives des non-existants tout bonnement. Ouais, ça veut dire que la vacuité, c'est simplement réaliser l'absence du monstre sous le lit. Il n'y a jamais eu de monstre sous le lit. On ne fait que se rendre compte de l'absence du monstre sous le lit. Ouais. On ne fait que se rendre compte de l'absence d'existence inhérente. Ok. Très bien. Donc pour comprendre ce qu'est cette négation,
il faut identifier ce qu'il faut nier. Il faut identifier ce que Lama Tsongkhapa appelle l'objet à nier. Bon, bien sûr que ce n'est pas uniquement Lama Tsongkhapa, parce que ce terme existe déjà chez les Indiens. Pratishedya, c'est l'objet de négation. Ouais. Pratishedya en sanskrit, donc ça existait bien avant Lama Tsongkhapa. Mais il a insisté sur cet aspect-là, parce que Shantideva lui-même le dit ouais, dans le chapitre 9. Il dit sans contacter l'objet de négation, comment est-ce qu'on pourrait le réfuter? Il faut savoir ce qu'on cherche. Il faut savoir ce qu'on cherche. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne pourra pas déterminer l'absence de ce truc-là. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, très bien, très bien. Et donc, en effet, il faut déterminer l'objet de négation, mais ça, vous le savez déjà, donc on peut passer ce passage-là. Et ensuite, il y a un point très important, ce sont les deux vérités, du point de vue, bien sûr, du Madhyamaka en particulier. Et donc, il y a la page 195, où il y a Paramartha Satya et Samvriti Satya. Ouais. Donc, c'est pas juste Paramata, c'est Paramartha. Ouais, c'est A-R-T-H-A, c'est pas très grave. Et Satya, en général, c'est un Y au lieu d'un I, c'est pas très grave. C'est juste comme ça, on pourra corriger quand il y aura une prochaine publication, une réédition. Ok. Et donc là, Geshe Dreyfus parle de Bharaviveka, ouais, Bharavya ici. Là, c'est pareil, non, c'est un Y. Dans un de ses textes, explique l'étymologie de la vérité ultime de trois façons. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce que veut dire en sanskrit Paramartha Satya. Ouais. Ok. Donc la vérité ultime, Paramartha, là c'est pareil, c'est A-R-T-H-A, et puis après c'est Y au lieu de I, et la vérité de la conscience ultime. C'est-à-dire l'objet perçu par la conscience ultime. Parce qu'en tibétain, on va dire Döndam. Mais Döndam, l'objet Dön, Dam, ultime, l'objet de la conscience ultime. Ouais, donc il y a ces explications étymologiques souvent dans les traités sur le Madhyamaka. Ouais. Ok. La conscience ultime est donc la réalisation de la nature ultime des phénomènes. Donc la vacuité est cette nature ultime. Une autre façon d'expliquer cela est de dire que c'est la vérité elle-même qui est ultime, c'est la nature des choses. Et cette nature des choses est la nature ultime des phénomènes. Döndam, ça va être l'objet lui-même, la vacuité elle-même, Döndam. Ça va pas être l'objet d'une conscience ultime, c'est tout simplement la vérité ultime, le sens ultime. Littéralement, le sens ultime. Ok. Et cette nature des choses est la nature ultime des phénomènes. Enfin, troisièmement, l'ultime est la réalisation directe de la vacuité. Donc la réalisation elle-même, c'est uniquement le sujet tout seul. C'est ça l'ultime, dans certaines explications étymologiques. Et donc il y a des ultimes concordants, des ultimes réels, etc. Donc là, il y a des détails supplémentaires. Donc la vérité est ce qui est en accord avec cette réalisation directe de la vacuité. C'est par exemple la réalisation conceptuelle de la vacuité qui réalise la vacuité. Et dans ce cas-là, ils vont dire que c'est un ultime concordant d'une certaine manière. C'est pas vraiment l'ultime ultime, c'est pas la réalisation non conceptuelle de la vacuité. Ok, donc ça c'est juste des petits détails. Et par rapport à la vérité conventionnelle, il y a aussi là beaucoup, beaucoup de débats dans les textes. Très bien. Donc comment explique-t-on le mot samvriti satya? Donc là c'est pareil, c'est Y. Quels sont les trois sens du mot samvriti? On avait vu déjà page 28. Page 28, il y a longtemps, il y a plusieurs ères cosmiques par le passé. Donc là il y a la note dans la page qui dit en effet, page 28, 29, c'était déjà vu quelque part. Donc, c'était en bas de la page 28, vérité conventionnelle. C'est pas Kunsok Tempa, mais Kunzop Demba, c'est pas très grave. Et ça, c'est dans le Prasanapada d'Acharya Chandrakirti qu'on voit ça. C'est dans son commentaire au traité du milieu de Arya Nagarjuna. Ouais. Et donc, il dit en effet qu'il y a trois sens de vérité conventionnelle, de Samvriti ici. Et donc, il dit d'abord, il y a conventionnel ou convention, c'est d'abord dépendance mutuelle. Et non, il y a d'abord conventionnel, ouais. Conventionnel. C'est loka vyavahara, ça veut dire la convention mondaine, littéralement en sanskrit. Loka vyavahara, la convention mondaine. Donc c'est d'abord ce premier point-là. Ensuite, il y a dépendance mutuelle, parasambhavana en sanskrit. C'est dépendance mutuelle. Ouais. C'est-à-dire que le tout dépend de ses parties et les parties dépendent du tout aussi. Et ensuite, il y a obstruction, samvriti, le vrai sens littéral de samvriti, ça veut dire qui recouvre l'incité, qui recouvre la réalité. Tattva vachadana, ouais, qui recouvre comme une couverture, recouvre une table. On ne voit pas la couleur de la table, on ne voit pas vraiment tous les contours, tous les dessins qu'il y a dessus, etc. Ouais. Donc ça, c'est
un autre sens de samvriti en sanskrit ou kunzop en tibétain. C'est le sens de conscience obscurcissante. Et ça, on l'avait déjà vu chez les Sautrantika aussi, ouais. Ouais, vous vous souvenez de ce qui était un phénomène caché? Chez qui? Chez les Sautrantika qui suivent le raisonnement, un phénomène caché. Définition de phénomène caché? Qui est caché Une, donc, par la conscience. d'appréhender. Oui, exactement. C'était quoi? De manière Shinba, cachée? je peux te poser une question? Oui. Quand on parle de la conscience obscurcissante, est-ce qu'on peut comprendre ça comme les voiles afflictifs? Ici, du point de vue prasangika, oui, on pourrait dire ça en effet. Mais du point de vue sautrantika, non. Donc, Non, et du point de d'accord. vue non plus chittamatra, peut-être du point de vue chittamatra, pourquoi pas. Mais du point de vue sautrantika, non, en fait, c'était simplement pour dire que dès l'instant où on a une conscience erronée, c'est en particulier les consciences conceptuelles, ouais. Quand on pense à une table, eh bien, la généralité de sens, le concept, la représentation mentale cache la table. C'est-à-dire que la table apparaît à la conscience conceptuelle, mais mêlée à cette généralité de sens. Et donc la Oui. table est cachée, comme si quelqu'un arrivait à une soirée déguisée, au carnaval de Venise, déguisé en je ne sais quoi, en Spider-Man, et donc personne ne reconnaît cette personne. Ouais, ça veut dire que la personne est cachée par le costume. Et là, c'est pareil, notre conscience conceptuelle cache l'objet réel d'une certaine manière. Ouais, pour les Sautrantika. Et pour les Prasangika, on comprend ça d'autant mieux chez les Prasangika. On va dire que ce qui obscurcit, en effet, c'est l'ignorance qui saisit un soi. Et on pourrait dire aussi, d'une certaine manière, il y a l'apparence d'existence erronée. Et cette apparence erronée d'existence inhérente, ça, c'est pas un voile afflictif, par contre, chez les Prasangika, c'est un voile cognitif. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on a la table apparaît comme si elle existait de manière inhérente, et donc elle n'existe pas de manière inhérente. Ouais, donc elle recouvre sa vacuité. Au lieu de se montrer vide d'existence inhérente, elle se montre comme si elle était douée d'existence inhérente. Et donc son apparence est totalement à l'opposé de sa véritable nature. Ouais. Donc c'est pourquoi c'est voilé de certaine manière, et cette apparence distordue, c'est le voile, c'est un facteur du voile cognitif pour les Prasangika. Après, si on saisit l'existence inhérente de cette table, la façon dont elle nous apparaît, on se dit ah bah elle existe nécessairement comme ça. À ce moment-là, là, c'est un voile afflictif. Ouais, ça joue. Ouais. Ouais. Ou c'est pas clair. Si, c'est bon, merci. Très bien. Ok. Donc les Vaibhashika emploient Samvriti Satya dans le sens d'interdépendance. Eux, ils disent vérité relative. Il vaut mieux traduire vérité par vérité relative. C'est ce que dit Guy Newland dans Apparence et réalité. Il dit pour les Vaibhashika, ils préfèrent cette terminologie, vérité relative, parce que les tables, les corps, les personnes, etc., sont des composites de vérité réelle, ouais, de vérité ultime, des particules, etc., etc. Donc c'est des composites, donc c'est des vérités relatives. C'est intéressant. Et donc, Samvriti Satya est ce qui est vrai à partir de l'interdépendance des éléments ultimes. Exactement. Les Sautrantika utilisent le mot Samvriti dans le sens de sujet obscurcissant, hein, qui obscurcit la réalité des choses, comme on l'a vu par rapport à la conscience conceptuelle. Et les Yogacara ou Chittamatra utilisent-ils le mot Samvriti dans le sens de convention? Ok. Samvriti dans le sens de convention, exactement, oui. Très bien. Parce qu'ils ont cette notion par rapport à la vacuité des phénomènes, dans le sens où les formes, par exemple, ne sont pas de manière intrinsèque les bases de désignation des termes qu'on leur attribue. Et donc tout ça, c'est de la convention mondaine. Ouais. Ok. Donc c'est lié à ça, en tout cas. Pour les Madhyamika, cela va dépendre des cas, et ça c'est très important. Très important. Ouais. Par exemple, il y a une strophe dans le Madhyamakavatara de Acharya Chandrakirti qui dit le Bouddha a dit qu'il y avait les deux vérités. Les vérités qui sont perçues par les consciences obscurcies, les consciences voilées, et les vérités ultimes. Et le dernier verset, il dit les fabrications, donc les composites, existent de manière conventionnelle, samvriti.
Et donc, c'est le même terme dans vérité conventionnelle, ou vérité obscurcissante, même littéralement, et existe conventionnellement. C'est exactement le même mot en sanskrit. Et en tibétain, ça va être exactement le même mot. Et donc, si on l'interprète exactement de la même façon, on est à côté de la plaque. Ouais. Donc, il faut faire très attention au contexte. Très bien. Pour Samvriti Satya, le mot Samvriti est utilisé dans le sens de sujet obscurcissant. Quand on dit Samvriti Satya, hein, pas simplement Samvriti. Samvriti tout seul, ça peut vouloir dire conventionnellement, etc. Et Samvriti Satya, ça veut dire qui est vrai, Satya, qui est une réalité, au regard d'un sujet obscurci, au regard d'une conscience voilée. Ouais. Ok. Lorsqu'on dit que les phénomènes existent de façon conventionnelle, ce samvriti ne se réfère pas au sujet obscurcissant, mais à l'interdépendance ou à la dépendance ou éventuellement à la convention mondaine. Ça, c'est très important. Je crois que j'avais un petit texte là-dessus, c'était juste quelques morceaux. Ok. Un de Kelubje, Existence ultime. Je ne sais pas si je l'ai là, mais sinon je vous l'enverrai. Ok. Distinction. Un peu. Non, c'est pas ça. Phénomène composé, non composé. Ok, c'est pas grave. Je le mettrai sous la vidéo si ça intéresse les gens. Je mettrai. Euh, Ouais. est-ce que je peux tenter quelque chose pour aussi de voir si j'ai bien compris? Euh, Il faut faire la différence entre la façon conventionnelle, c'est-à-dire l'interdépendance, la convention mondaine, ce dont on a besoin tous les jours pour vivre, enfin pour communiquer, pour comprendre le monde, et la vérité conventionnelle, c'est-à-dire les phénomènes sont trompeurs parce qu'ils nous apparaissent, parce qu'on a une conscience erronée, ils nous apparaissent comme étant autonomes. Oui, C'est ça les deux tableaux sur lesquels il faut jouer. Je ne sais pas si je m'exprime très très bien, mais oui, oui. Oui, c'est bien ça, parce qu'en effet, on ne peut pas nier que dans le monde des existants, il n'y a pas que la vacuité. Ouais. Il n'y a pas que la vacuité qui existe, parce que sinon nous n'existerions pas. Nous ne sommes pas des vacuités. Ça, ça dépend dans certains cas. Ok. Mais nous ne sommes pas des vacuités, nous ne sommes pas des négations non affirmatives, vous êtes d'accord? Et nous ne sommes pas des négations non affirmatives de l'existence inhérente, c'est ça la vacuité. Ok. Et donc ça veut dire que si dans le monde intersidéral, il n'y a pas que des vacuités, il doit y avoir d'autres phénomènes que les vacuités. Et donc ces phénomènes doivent exister, doivent être observés par des conditions valides. Ouais. Donc ça veut dire qu'une table, une personne, etc., etc., sont observés par une condition valide conventionnelle. Et donc ça, c'est irréfutable, c'est infaillible. Ouais. Mais il n'empêche que ces tables, ces personnes, etc., continuent d'apparaître comme si elles existaient de manière inhérente. Ça apparaît comme existant de manière inhérente. C'est pourquoi pour les prasangika, il y a toutes les consciences qui ne sont pas une réalisation non conceptuelle de la vacuité sont erronées. Parce qu'il y a toujours cette apparence d'existence inhérente, à laquelle on croit la plupart du temps. Ouais. Pas toujours, mais on peut y croire la plupart du temps. Si on insiste un peu lourdement sur quelqu'un, sur un objet, etc., etc., au bout d'un moment, on va finir par saisir l'existence inhérente. Pas nécessairement dès le premier instant. Au premier instant, il y a une apparence. Il y a une apparence et une existence inhérente qui peut ou non être suivie par une adhésion à cela. Mais pas nécessairement dès le premier instant. Si on insiste lourdement, surtout si l'objet soit est repoussant, soit est attirant, etc., là c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va se laisser bouffer par la saisie d'existence inhérente. Ouais. Donc en effet, il y a des phénomènes conventionnels, la table existe, mais la table inhérente n'existe pas. On est d'accord. Il n'y a jamais eu de table indépendante. Ouais. Elle est fabriquée, elle dépend de causes et conditions, du tout et de ses parties, elle dépend d'une désignation, etc. Donc si elle dépend, elle ne peut pas exister de manière indépendante. Mais elle semble exister de manière indépendante. Donc c'est là où il y a le truc qui est distordu. Ouais. L'apparence d'existence inhérente. Ça c'est distordu, ça c'est obscurcissant. Mais la table elle-même n'est pas un objet d'abandon, n'est pas un phénomène obscurcissant. C'est un phénomène conventionnel qui existe conventionnellement. Ouais, ouais, ça joue. existe conventionnellement par dénomination. Exactement, par dénomination, et aussi en dépendance de ses parties constituantes, en Oui, dépendance de oui, ses causes aussi, parce que c'est un phénomène produit, et donc en dépendance de plein de choses en effet. Mais oui. essentiellement, bien sûr, d'une désignation dépendante. Ouais. Tout à fait. Et donc ça, c'est très intéressant, parce que si on disait que
que la table elle-même était établie par l'ignorance, qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait que non seulement les phénomènes existeraient conventionnellement, mais existeraient de manière obscurcissante. Oui. Ouais. Comme les apparences dans un cauchemar. Les apparences dans un cauchemar, ça existe pour la conscience qui hallucine. Et donc, exister pour une conscience qui hallucine, ça veut dire ne pas exister en réalité. Vous êtes d'accord? Ouais. Exister uniquement dans l'imaginaire, ça veut dire ne pas exister dans la réalité. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Ok. Donc, si on disait que la table elle-même, l'entité même de la table, était une vérité obscurcissante, était dans le sens, était établie par l'ignorance, dans ce cas-là, quand le Bouddha s'éveille, ben, il tombe de sa chaise. Puisque sa chaise cesse d'exister. Et lui-même cesserait d'exister, puisqu'un Bouddha est une vérité conventionnelle. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Les phénomènes qui existent, les phénomènes qui existent conventionnellement ne sont pas établis par l'ignorance. S'ils étaient établis par l'ignorance, quand on se départit de l'ignorance, ils cesseraient d'exister, comme les apparences. Tu décris le nihilisme là en fait. Exactement, mais parce que ça existe dans certaines vues. Par exemple, on parlait tout à l'heure de Dol Papa Sheila Gensen. Si vous lisez The Two Truth Debate, c'est un très très bon livre, franchement exceptionnel. Il y a, il y a vraiment des points très intéressants là-dedans. The Two Truth Debate, si vous lisez l'anglais, c'est magnifique, c'est magnifique. Ok. Donc il dit en effet que si on prend cette acception des vérités conventionnelles comme étant des phénomènes qui sont établis par l'ignorance, à ce moment-là, ce serait nihiliste dans le sens où, en effet, quand on va se réveiller du sommeil de l'ignorance, bah, les tables, les personnes, les situations cessent d'exister, n'est-ce pas? Exactement comme les apparences d'un cauchemar cessent d'exister quand on se réveille. Donc là, ça pose question. C'est pourquoi il faut faire cette distinction. C'est pourquoi Acharya Chandrakirti lui-même fait cette distinction dans cette strophe 71. Je vous enverrai le texte aussi sous la vidéo. Il y a une strophe, en tout cas dans l'entrée au milieu, elle s'appelle numéro 71, mais dans d'autres versions, c'est pas le même numéro, c'est pas très grave. Mais c'est une strophe très importante du chapitre 6, où il dit qu'en effet, le Bouddha a mentionné que ce qui était observé par une conscience voilée était dit obscurci, une vérité obscurcissante. Et il dit que tous les composites existent conventionnellement. Et donc, si on amalgame les deux, à ce moment-là, ça ne joue plus. Si on dit tout ce qui est composite est une vérité voilée, ou pas une vérité voilée, mais existe de manière distordue, ou existe à moitié d'une certaine manière, dans ce cas-là, ça ne joue plus. Ça existe, les tables existent, les personnes existent, etc. Ouais. Ok, ça c'est très intéressant. Très bien. Et donc ça veut dire que Lama Tsongkhapa a essayé d'expliciter cette possibilité d'être au sein de l'hallucination, et au sein de l'hallucination d'avoir la possibilité des cognitions valides. Ouais. On hallucine tous dans le sens où tout ce qui n'est pas... De toute façon, en tant qu'être ordinaire, moi, je n'ai pas réalisé directement la vacuité de toute façon. Donc toutes mes consciences à moi sont erronées. Toutes mes consciences sont erronées, de A jusqu'à Z. Pourquoi? Parce qu'il y a nécessairement l'apparence d'existence inhérente. Même si je pense à la vacuité, si j'essaye de comprendre un petit peu l'absence d'existence inhérente, même cette pensée, cette conscience conceptuelle qui appréhende une image très imparfaite de la vacuité, est erronée parce que cette vacuité semble exister de manière inhérente, parce que c'est une conscience conceptuelle. Ouais. Donc toutes mes consciences conceptuelles ou non conceptuelles sont erronées, ouais. Mais il n'empêche qu'au sein des consciences erronées, on peut avoir des cognitions valides. On peut certifier qu'une table n'est pas une personne et qu'une personne n'est pas une table. Ouais. Et donc ça, on l'apprend aussi déjà chez les Sautrantika. C'est ça qui est merveilleux. Chez les Sautrantika, on apprend qu'une conscience peut être tout à fait erronée, mais être une cognition valide. Par exemple, L'inférentiel. l'inférentiel, exactement. La cognition inférentielle est totalement erronée parce qu'elle se trompe à l'égard de l'objet apparent. Hein, c'est un concept, l'objet apparent. Mais elle est tout à fait valide au regard de l'objet d'engagement, l'objet conçu. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, si on comprend ça du point de vue Sautrantika, qui suit le raisonnement, on a des chances de comprendre le Prasangika, Madhyamaka, comme quoi toutes nos consciences sont erronées, mais on a la possibilité d'avoir des cognitions valides au sein de tout ça.
Mhm. Ouais, ça vous parle? Oui. Ah, ça c'est très important. C'est vraiment très très important. Ok. Ok, il nous reste du temps, c'est magnifique. Ok. Donc ça, ce point-là bah, tout est important. Donc regarde-le. Ok, donc en haut de cette page 196, c'est là où il y a cette mention de Kedubje qui dit qu'il faut faire attention. C'est pas le même sens entre vérité voilée et exister conventionnellement. C'est le même terme en sanskrit et en tibétain, mais ça a une autre saveur. Ok. Donc à la page d'après, il y a aussi quelque chose comme ça. Ok. Ok. Donc en bas de la page et juste après, nous, êtres ignorants, pensons que le verre est la vérité. C'est-à-dire que pour nous, si on n'a pas une approche de la vacuité, de la voie médiane, tout ce qui est observé, pensé, vu, etc., est considéré comme la réalité pure et dure. Ouais. Comme quand on est en train de rêver, on est persuadé que tout ce qu'on rêve est la réalité pure et dure. Ouais, on se rend compte que c'était factice quand on se réveille. Mais quand on est dans le rêve, là, on est piégé par les apparences. Ouais. Donc c'est pour cela que le verre est dit être vérité conventionnelle. Le verre est vérité pour le sujet obscurcissant, parce qu'on croit à son apparence, on adhère à son apparence. Ici, Samvriti, voulant dire sujet obscurcissant, ou sujet voilé, on va dire. Nous connaissons le sens de Samvriti, donc ça on l'a vu. Samvriti Satya pour chacune des 4 écoles. Chez les Vaibhashika, c'est dépendance mutuelle ou vérité relative. Chez les Sautantika, c'est sujet obscurcissant, parce que c'est conceptuel, qui n'est d'ailleurs pas forcément l'ignorance, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais toute pensée conceptuelle. Chez les Yogacara, c'est convention mondaine, et chez les Madhyamika, c'est sujet obscurcissant. Donc chez les Prasangika surtout. Ouais. Lorsqu'on dit que les phénomènes existent conventionnellement, le mot conventionnel a un autre sens. Exactement comme ce que dit Kedubje et les autres grands maîtres. Ça a un autre sens. Exister conventionnellement et être une vérité voilée, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que les vérités voilées, d'une certaine manière, elles nous trompent. Elles nous trompent. Ouais, la plupart du temps. Mais elles ne trompent plus les Bouddhas. Elles ne trompent plus les Aryas, les Arhats, les Bodhisattvas, les Bhumi purs, les Bouddhas, etc. ne sont plus trompés par l'apparence d'existence inhérente. Les Bouddhas n'ont même plus l'apparence d'existence inhérente. Mais les Aryas qui sont libérés du voile afflictif ont toujours l'apparence d'existence inhérente, ouais, quand ils sont en post-méditation. Ouais. Et donc l'apparence d'existence inhérente, c'est un objet d'abandon pour les bodhisattvas. Ouais. Pas pour les pratiquants du véhicule fondamental, mais pour les bodhisattvas, c'est un objet d'abandon. On doit se débarrasser de l'apparence d'existence inhérente parce qu'elle fait partie du voile cognitif. Ouais. Et ils veulent à tout prix obtenir l'éveil pour aider tous les êtres qui sont en train de souffrir. Ouais. Ok. Donc ça, c'est très important. Très important. Ok. Mais une fois qu'on se débarrasse de cette apparence d'existence inhérente, cette apparence erronée, la table continue d'exister. Donc la table a une existence conventionnelle. Ouais. A un objet d'abandon, la table. Surtout pas. Mais ça l'est dans d'autres traditions. Ouais. Ok. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est pas évident parce que souvent les termes sont les mêmes et on lit un texte d'une tradition puis après d'une autre tradition et on a l'impression que ça se contredit et d'une certaine manière ils sont pas tous d'accord. Mais il y a des choses qu'il faut essayer de préciser ou de Non, clarifier. ça veut dire que la table pour les Chittamatras est un objet d'abandon. C'est ça. Alors la table, pas nécessairement parce que pour eux une table c'est quoi? Euh, Ça existe, c'est une forme, mais par contre l'apparence d'existence extérieure à l'esprit, ça par contre oui. D'accord. Ouais. Oui. Et pour eux, les objets d'abandon, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne, et c'est la dualité, ouais. Ouais, c'est la dualité, c'est ça. Voilà, Pour eux, c'est la dualité, c'est ça. exactement. Très bien. Et donc, les phénomènes existent conventionnellement. L'existence conventionnelle est quelque chose qui existe, mais qui n'existe pas de façon ultime. Voilà, c'est ça qui est très important, en haut de la page 197. Donc, il ne faut pas confondre avec ce qui est trouvable par analyse conventionnelle. Existe conventionnellement ce qui existe, mais n'existe pas de façon ultime. Ça, c'est Oui. une super phrase à écrire en lettres de feu sur la voûte céleste. Mhm. Ça. Existe conventionnellement ce qui existe, mais n'existe pas de façon ultime. Oui. Ok. Ça veut dire que tout ce qui existe
existent nécessairement conventionnellement. Ouais. Même les vérités ultimes existent, et donc elles existent conventionnellement. Ouais. Ok. Ce qui paraît être un truisme, évidemment, mais ça n'en est pas un parce que la vacuité existe de façon conventionnelle, bien qu'elle ne soit pas vérité conventionnelle. Elle existe de façon conventionnelle parce qu'elle n'existe pas de façon ultime et qu'elle existe. Donc c'est soit on existe de manière ultime, soit on existe de manière conventionnelle. Ça, on peut dire que ce sont deux options possibles. Et puisque tout ce qui existe est vide d'existence ultime, et bien tout ce qui existe de manière conventionnelle. Voilà. Et donc conventionnel, dans exister conventionnellement, peut vouloir dire exister en interdépendance ou tout au moins en dépendance. Mais veut surtout dire exister pour la convention mondaine. Ouais, ça c'est pour les prasangika en particulier. Quand ils disent que tout ce qui existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Ouais, dans cette superbe phrase de Upali Paripitya Sutra où il dit tous ces temples aux toits d'or, etc., toutes ces fleurs de ce monde sont simplement imputées par la conscience conceptuelle. Ouais, c'est magnifique. Ouais, super. Ok. La convention mondaine est n'importe quel énoncé, phrase, mot, etc. Tous les objets existent en tant qu'objet de la convention mondaine. Donc ça, c'est vraiment raccord avec le commentaire de la Matsunkapa de cette strophe de Acharya Chandrakirti. Ok. Ils peuvent être décrits, etc. De façon plus ou moins appropriée, évidemment, par la convention mondaine. Ouais, la description par le langage de la vacuité ne nous indique pas, évidemment, la façon réelle dont la vacuité existe. Oui, parce que le langage, exactement comme la conscience conceptuelle, s'engage par exclusion, ouais, par élimination. On dit la table, on ne dit pas la table rouge, on dit juste la table. Et quand on dit la vacuité, on ne dit pas la vacuité d'existence inhérente. Et donc c'est pareil, ça veut dire qu'il faut préciser de quoi est-ce qu'on parle. Ouais. Ok, très bien. Et donc quand on décrit la vacuité, on procède évidemment par une représentation conceptuelle. Et cette représentation conceptuelle est évidemment très différente de ce qu'est vraiment la vacuité. Ouais, c'est pourquoi certains disaient on ne peut pas penser à la vacuité. C'est quand on a cet hommage à la perfection de sagesse, moi, Samjum, etc. Je rends hommage à la mère de tous les Bouddhas des trois temps, qui est inconcevable et inexprimable. Ouais, donc certains ont essayé de dire qu'on ne pouvait pas penser à la vacuité. Parce qu'elle est trop élevée, trop parfaite, trop pure, trop au-delà des concepts. Mais comment est-ce qu'on sait si elle est au-delà des concepts, qu'elle est au-delà des concepts? Comment est-ce qu'on peut conceptualiser elle est au-delà des concepts, si elle est au-delà des concepts? Donc il y a des façons d'interpréter. C'est-à-dire qu'au regard de la réalisation directe de la vacuité, en effet, on ne peut pas exprimer quoi que ce soit. Ouais. C'est ce que dit Guy Bugeaud dans son commentaire au traité du milieu, dans Science du milieu par excellence. Il dit que c'est le silence des nobles, Arias Tushni Bhava, c'est le silence des nobles. Ouais. Si vous avez lu le sutra de Vimalakirti, par exemple, ouais, à un moment donné, il y a Vimalakirti qui est un grand bodhisattva laïque et l'un des grands disciples du Bouddha. Il fait semblant d'être malade pour que tous les autres grands bodhisattvas, les proches disciples du Bouddha, viennent le voir pour discuter de la vacuité. Ouais. Et à un moment donné, je crois que l'un des derniers à parler, c'est Arya Manjushri, qui dit bah, on ne peut rien dire. Et après, il demande à Vimalakirti. Et lui, il répond par le silence des nobles, le silence des Aryas. Ouais, il répond pas, tout simplement, pour formuler ce qu'est la vacuité. Et c'est la meilleure façon de lui rendre hommage, c'est de ne pas l'évoquer. Pour la personne qui est en réalisation directe de la vacuité. Mais en post-méditation, il y a des bouquins et des bouquins et des bouquins entiers pour parler de la vacuité. Ouais. La perfection de sagesse en 100 000 versets, en 25 000 versets, en 8 000 versets. Il y a plein de perfections de sagesse, mère et fille. Il y a les traités dialectiques d'Arya Nagarjuna, des traités dialectiques de toutes les écoles indo-tibétaines. Il y a énormément de traités. Ouais, par exemple, les commentaires du chapitre 9 de Shantideva. Ouais, dans toutes les traditions indo-tibétaines. Très connu chez les Nyingmapa aussi, avec Patrul Rinpoche, Kunzan Penden, etc. Et bien sûr, Minyak Kunzan Sonam chez les Gelugpa, etc. Il y a énormément de commentaires de ces traités dialectiques justement pour essayer de certifier ce qu'est la vacuité, parce qu'on peut l'exprimer. En post-méditation, on peut l'exprimer. En méditation directe sur la vacuité, il n'y a aucun mot qui puisse le rendre hommage. C'est très important de faire cette distinction. Hein. Comme disait tout à l'heure Jordan, en effet, quand Arya Nagarjuna dit anekartam, ananartam, sans unité, sans diversité, etc., c'est au regard de la perception directe de la vacuité. Ouais. Ce n'est pas au regard de la convention, parce qu'au regard de la convention, bien sûr que
la vacuité et la table ne sont pas une. Ouais. Donc, il n'y a, y a- y a pas l'absence d'unité dans ce cas-là, puisque c'est conventionnel. Ok, très bien, très bien. Il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas si vous avez des interactions, des questions, des doutes, c'est très important. Ok. Donc, en bas de la page 197, la vérité conventionnelle est la vérité pour le sujet obscurcissant, comme on a dit. L'existence conventionnelle, par contre, est simplement le fait de ne pas exister réellement et d'exister simplement en tant que dénomination, en tant que nom donné par les conventions mondaines. Ouais. Donc, vérité conventionnelle et existence conventionnelle, c'est très différent. Exactement comme vérité ultime et existence ultime. C'est très différent. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Donc, existence ultime et vérité ultime, le sens du mot ultime est très différent. Et vérité conventionnelle et exister conventionnellement, c'est très différent aussi. Ok, très bien. Et donc, il y a un paragraphe, une partie du paragraphe à la page 180, quoi, 198, la première section, là, vers le bas, où il dit, néanmoins, ces notions intellectuelles sont importantes et aident à guider notre compréhension de la vacuité. Ouais. Il faut toujours procéder par la compréhension déroulant de l'étude, l'expérience méditative et l'expérience telle que nous la vivons au niveau quotidien. C'est-à-dire que c'est ce qui est mentionné aussi dans le Madhyamakavatara de Acharya Tsongkhapa. Simplement se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à la télé, je vais prendre un bouquin sur la vacuité, et puis je vais essayer de comprendre, etc. C'est très difficile. Il faut recevoir des informations de la part d'un autre continuum que nous. Une personne qui n'est pas dans notre continuum que nous. Une personne qui elle-même a reçu des instructions de méditation, qui a étudié la vacuité, etc., d'un maître qualifié, qui les a reçus d'un maître qualifié, qui les a reçus d'un maître qualifié, qui les a reçus de Arya Nagarjuna, qui lui-même les a reçus d'Arya Manjushri, etc., etc., jusqu'au Bouddha lui-même. Ouais. C'est-à-dire que l'étude de la vacuité, c'est pas simplement une étude académique où on prend un bouquin et on essaie de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui a marqué là-dedans? C'est une lignée de transmission de maître à disciple. Bon, bah, nous, on le fait sans maître, parce que bah, on est juste des amis du Dharma, on n'a pas de maître qui nous enseigne, mais on pourrait dire que notre maître ultime, c'est Arya Nagarjuna ou le Bouddha, etc., etc. Très bien. Ok. Et ensuite, il y a un point qui est très important, peut-être pour terminer là, c'est la page d'après, 199. Ça, c'est très important. C'est ce que veut dire Swabhava en sanskrit. Parce qu'il y a beaucoup de sens aussi. Et donc, c'est là où ça peut être trompeur aussi. Ouais, parce que Swabhava, Bhava, ça veut dire l'entité, la chose aussi parfois, ça veut dire chose, tout simplement. Vastu aussi, ça veut vouloir dire chose. Et donc, il y a plusieurs sens possibles. Quand on dit Swabhava, ça peut être la nature foncière. Par exemple, quelle est la nature foncière du feu? Sur brûlant. C'est chaud et brûlant. Est-ce que c'est sa nature ultime? Ah bah sûrement pas, je ne sais pas. Non, puisqu'il n'a pas de nature ultime, vous êtes d'accord? Ah, Et donc, ça veut dire que quand on va dire la nature foncière du feu, on va dire soit bhava, c'est chaud et brûlant, et son absence d'existence ultime, c'est son absence de swabhava. alors, absence de nature foncière, quoi. Non, son absence de nature ultime, parce qu'il a une nature foncière. Ouais, Ah oui, son absence de nature ultime. ouais, exactement. Et on va dire que la nature foncière, la vraie nature foncière de tous les phénomènes, que ce soit le feu ou autre chose, c'est pas simplement chaud et brûlant, c'est la vacuité d'existence ultime. Ça, c'est leur véritable nature. Ouais. Et donc, cette véritable nature, on l'appelle aussi Swabhava. Ouais, donc, c'est pourquoi il y a cette phrase qui est très importante. Ok. C'est Et vers le... oui, parce que ce qui est trompeur, c'est que ultime, dans ce sens-là, c'est qui a une nature propre. Exactement. C'est-à-dire que si Alors que c'est... dans vérité ultime, c'est exactement l'inverse finalement. Oui, exactement, tout à fait. C'est-à-dire Ouais. que nature Et propre, c'est toujours un on objet de peut pas négation. trouver une autre traduction pour que ça nous induise en erreur. Non, mais c'est vrai. C'est pourquoi ultime Parce dans le que... sens de nature Ultime propre. au sens de dernière, c'est pas la... Ah, Je pense que c'est ça, ultime dans Oui, le sens final, quoi. oui, exactement. Quand c'est à ah, l'affirmative, ouais. ouais. Et quand c'est à la négative, absence d'existence ultime, ça veut dire en effet qu'il n'a pas d'existence indépendante, intrinsèque, etc., etc. Et cetera. Et donc, parce que dans les textes, ils sont souvent elliptiques. En effet, hein.
Donc, bien, il faut, sans même parler des tantras. Dans les tantras, c'est de la poésie. Donc, si on n'a pas de commentaires, on comprend rien du tout de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de lire. Mais déjà, dans les sutras, c'est déjà un peu elliptique. Par exemple, cette phrase qui est juste en bas de là, du passage de Swabhava, la nature des phénomènes, il y a marqué l'être en soi du verre est la seule chose que l'on trouve, c'est-à-dire l'absence d'être en soi. Ça, oui. Bon. Et pour les personnes qui suivent les retraites de Bodhicitta avec Vénéral Geshe Damdul, il a une formulation en anglais assez similaire qui va dire que la véritable nature des phénomènes, c'est leur absence de nature véritable. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que dit Lama Tsongkhapa aussi. Je vous enverrai aussi un texte, je crois que c'est dans les deux sens du mot ultime. Ouais, les deux sens du mot ultime de Geshe Tuten Jinpa, à un moment donné où il cite Lama Tsongkhapa qui dit en effet, on peut dire que conventionnellement, les phénomènes ont une véritable nature, leur nature ultime, leur vacuité, c'est leur véritable nature, c'est ce qui est au-delà de l'apparence. Et cette véritable nature, c'est l'absence totale de nature véritable. Et ça, c'est magnifique. Mais il faut comprendre qu'il y a deux sens à ce moment-là de Swabhava dans ce cas-là. Ouais. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, c'est déjà plus facile. On se dit, ben non, c'est pas contradictoire. En effet, c'est pas contradictoire. La nature ultime des phénomènes, ou la vérité ultime des phénomènes, c'est qu'ils sont dénués d'existence ultime. Ouais, ça revient à dire la même chose. Ouais. Waouh, bravo, bravo, c'est magnifique. Et donc, Waouh, ouais. on essaiera la prochaine fois de voir les deux vérités une ou distinctes. Et là, j'ai un texte assez croustillant dessus. On essaiera de voir ça. Et puis peut-être qu'au mois de mars, on aura peut-être terminé. Bien sûr, là, vous avez vu que je passe des passages, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Et peut-être qu'au mois de mars, on va commencer à connaître l'esprit. On va voir parce que le problème, c'est qu'on va avoir ces classes du matin que tous les 15 jours, parce que je vais être occupé aussi ici à Nalanda un matin sur deux, enfin un vendredi sur deux. Donc, on va essayer de faire en sorte d'avancer suffisamment vite, mais pas trop vite non plus, hein, pour pas bâcler la fin du livre. Mais on essaiera au mois de mars-avril, d'entrer dans Connaître l'esprit, si ça vous intéresse. C'est un livre Oui, oui, ouais, ouais. très, très important. Je dirais même Et en très... plus de ça, on va être très utile aux éditions Mahayana parce Oui, qu'il est question de rééditer ce livre en ayant fait des corrections. exactement. Et Donc, c'est super. voilà, donc en ayant discuté avec Vénérale Dechen, je pense qu'elle sera d'accord pour nous donner le texte Oui, et comme ça on pourra le corriger, au fil du temps. Ça exactement. va et ça sera très utile pour les éditions. Ouais, elle a été adorable de proposer ça. C'est de nous Ouais, proposer le ouais. PDF, bien sûr. Et il sera gardé juste entre nous parce que c'est un Voilà, dossier. c'est ça. Elle m'a demandé elle nous fera signer quand même quelque chose, comme quoi on Oui, s'engage effectivement à le garder qu'entre nous. voilà, tout à fait. Exactement. Ouais. Et puis, comme ça permettra, bah, comme là on fait des fois, il y a un mot sanskrit ou un mot Mmh. tibétain corrigé, donc il y a des petites coquilles, c'est pas des vraies erreurs, c'est des petites coquilles. Et donc on essaiera de corriger ça aussi, ce sera utile, ça fera une pierre deux coups pour les éditions Mariana et pour C'est nous. ça, C'est cool, ouais. Pour le bien de tous les êtres, donc c'est une pierre 3. exactement. Merci à tous, c'était un vrai Alors, plaisir. juste une dernière chose, donc ça veut dire maintenant, si c'est dans 15 jours, c'est vendredi 24 à 8h30? Alors je vais essayer de confirmer ça. Ouais, on va voir le 24, ça devrait être possible parce que... Parce qu'en fait, dans ton premier post sur Facebook, tu avais parlé de vendredi prochain, le 17. Exactement, Et tout à fait. comme tu as dit que finalement, ça serait tous les 15 jours. Ouais, ce sera le 24, exactement, le Ok, 24 à 8h30. Ouais, ok, ça vous D'accord. va? Et puis après, je vous reconfirme, j'aurai les dates, ok, les dates qui viendront par la suite. Ouais. Merci beaucoup, super. c'était un vrai plaisir de vous retrouver. Merci, merci. À Merci. Bonne journée, au revoir. bientôt. Ciao.